Un règlement européen harmonise désormais le cadre du crowdfunding, du financement participatif. Donc les plateformes, elles ont concrètement 1 an pour s'y adapter et obtenir un nouvel agrément. Qu'est-ce que ça change concrètement? Est-ce que la naissance d'une réglementation européenne va modifier les usages du financement participatif en France? Est-ce que ça constitue une inquiétude aussi pour nos acteurs nationaux? On en parle avec Michel Ivanovski, qui est le fondateur, président de MIPIS, un pure player de solutions marque blanche de crowdfunding. Donc experte en développement d'outils technologiques à destination de cette économie collaborative. Et également avec nous en visio, c'est Vincent Ricordo, le cofondateur et président du groupe KissKissBankBank & Co. C'est le leader du crowdfunding en France, composé de 4 plateformes que vous connaissez forcément. KissKissBankBank, Lendopolis, Gooddeed et Microdon. Et puis nouvellement aussi dans le giron de KKBB & Co, il y a un média spécialisé dans les thématiques de l'engagement citoyen, You Matter. Bonjour à tous les deux. Je vous propose qu'on démarre ensemble, Vincent Ricordo, puisque vous avez un historique quand même important aujourd'hui sur le marché du crowdfunding en France. Comment vous l'avez vu grandir? Quel est son stade de maturité aujourd'hui? Écoutez, effectivement, bonjour à tous. Le marché du crowdfunding est né avec KissKissBankBank en 2009 en France. Depuis, le marché a beaucoup grandi. Il a été dans plusieurs directions. Le marché est né, souvent vous a rappelé, avec majoritairement des porteurs de projets qui étaient plutôt des artistes ou des associations. Et puis, petit à petit, les plateformes se sont diversifiées pour aller sur des typologies de projets complètement différentes. Après, les entreprises sont arrivées sur nos plateformes. Et puis, les différents modes de crowdfunding également se sont multipliés. C'est-à-dire qu'au départ, il y avait uniquement les plateformes de dons. Et puis ensuite, vous avez eu les plateformes de prêts. Ensuite, vous avez eu les plateformes qui permettent à ces entreprises de collecter de l'argent, soit sous forme de prêts, soit sous forme d'obligations, soit sous forme d'actions. Donc, vous voyez, le marché s'est étendu assez très largement pour finalement irriguer quasi toutes les catégories de porteurs de projets. Si on regarde un petit peu les chiffres, pour vous donner un exemple, en 2010, il y avait que 2 plateformes sur le marché, qui étaient KissKissBankBank et Ulule. On avait collecté, je crois, à peine 200 000 euros à nous deux à la fin de l'année. Le marché, cette année, ça dépassera 1 milliard d'euros. Donc, c'est un marché qui a évidemment progressé très vite. Alors qu'il reste un nain dans la finance, hein, évidemment, 1 milliard d'euros sur la taille de la finance globale, c'est tout petit, mais quand même, on sent que ce marché a fait un petit peu bouger les choses. C'est-à-dire, si vous écoutez les acteurs de la finance traditionnelle aujourd'hui, assez souvent, les thématiques ou la sémantique des plateformes de crowdfunding sont reprises. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup plus aujourd'hui de finances responsables, voire même de finances solidaires ou de finances citoyennes. Donc je pense assez sincèrement que le crowdfunding a permis au marché de la finance de se poser les bonnes questions sur son rôle dans la société, sur son rôle dans l'économie, et du coup de faire bouger un petit peu les choses, à minima sur le fond, plutôt que sur les chiffres. Et ça, c'est quand même une très bonne nouvelle, et je pense que tous les acteurs du crowdfunding peuvent être fiers et contents d'avoir fait bouger un peu ce monde de la finance, qui est quand même un monde très traditionnel et très conservateur. C'est une dynamique qu'on retrouve au niveau mondial sur le financement participatif. Je pense que vous êtes d'accord avec ça, Michel Ivanovski. Et finalement, l'arrivée d'une réglementation européenne, c'est presque une consécration, non, pour le secteur? C'est tout à fait à voir comme une consécration. C'est vrai que ça matérialise une certaine maturité de ce marché. C'est aussi une volonté politique au niveau de l'Europe de pousser ces nouveaux usages de financement. Comme le disait Vincent, c'est quelque chose qui vraiment s'est diffusé partout dans le monde. Et donc, je dirais que le crowdfunding aujourd'hui constitue une réelle alternative pour certains porteurs de projets en termes de recherche de financement. Et donc, c'est une nouvelle étape, cette réglementation. C'est une nouvelle étape avec... Alors, qui est censé justement lui donner de nouvelles ailes, lui permettre de nouveaux déploiements à ce secteur du crowdfunding, ou, selon vous, d'en restreindre un peu le cadre? Non, c'est vraiment des nouvelles ailes et c'est vraiment une très belle opportunité pour tous les acteurs de la finance participative, ceux d'aujourd'hui et ceux de demain. C'est la création vraiment d'un marché européen avec une harmonisation des réglementations.
C'est vrai je dirais qu'il y a certaines inquiétudes en France. Il faut voir que la France a été précurseur en crowdfunding. À la fois, on y a vu les premières plateformes comme celle de... Précurseur au niveau européen, en tout cas. Au niveau européen, voilà, et également en termes de réglementation. Et donc c'est vrai qu'il y a un changement qui s'opère aujourd'hui au niveau des acteurs français, au niveau du régulateur français. Donc c'est ce changement qui peut créer des inquiétudes. Mais si on regarde le fond de la réglementation, c'est vraiment une harmonisation, c'est l'ouverture d'un vrai marché européen. C'est aussi, d'une certaine manière, un allègement des contraintes réglementaires pour les plateformes qui vont pouvoir accélérer leur développement. C'est des nouveaux business qu'on va pouvoir opérer via des plateformes de crowdfunding. Donc c'est beaucoup d'opportunités. Et ça, on n'en parle pas suffisamment, je pense. Vincent Ricordeau, avant de vous demander votre avis sur l'arrivée de cette nouvelle réglementation européenne, peut-être nous préciser ce que ça va changer concrètement pour des acteurs comme KissKissBankBank ou vos autres plateformes. Alors déjà, il faut quand même distinguer deux choses. C'est-à-dire qu'en fait, là, la réglementation dont vous parlez, qui va s'appeler European Crowdfunding Service Providers, ne concerne que les plateformes de prêts rémunérés. C'est-à-dire les plateformes en fait, qui permettent aux particuliers d'investir de l'argent à l'intérieur des entreprises. Il y a un autre monde à côté, comme vous le savez, qui est le monde de KissKissBankBank. On n'est pas du tout dans une logique d'argent rémunéré. Alors, on a une plateforme nous, sur ce marché qui s'appelle Lendopolis, qui est leader sur son segment des énergies renouvelables. Donc, du coup, ça va concerner Lendopolis spécifiquement sur le volet européen. Ensuite, les plateformes de dons, notamment, vont être impactées également par ce changement, mais par rebond au niveau français sur un certain nombre de points assez particuliers que je vais pas détailler, mais que je vais vous synthétiser. Donc, si on prend les deux mondes, c'est-à-dire les plateformes de prêt, les plateformes de dons. Les plateformes de prêt, donc au niveau européen, tout le monde considère que c'est une bonne nouvelle. Pourquoi ? Parce que pour la première fois, l'intégralité des Européens vont pouvoir investir sur des projets européens qui proviennent donc de tous les pays européens, pas seulement de son propre pays. Donc ça, c'est mécaniquement une bonne nouvelle, ça ouvre le marché. Et ça va permettre également aux entreprises de s'adresser à un panel d'investisseurs européens qui est donc potentiellement plus large. Donc encore une fois, là-dessus, il n'y a évidemment aucune inquiétude des acteurs du crowdfunding. Un marché plus large, à la fois pour les entreprises et pour les investisseurs, c'est forcément une bonne nouvelle. Je vais modérer un petit peu cette bonne nouvelle avec une vision très démocratique du marché. C'est évidemment, ça va favoriser les grosses plateformes, parce qu'il va falloir aller chercher un autre agrément. Il va falloir donc être compétitif au niveau européen, ce qui veut dire que ça va quand même pousser les gros vers le haut. Là, on est vraiment du coup rattrapé par le monde libéral et malheureusement, les petits vont disparaître. Mais on va dire que c'est triste, mais à partir du moment où on rentre vraiment dans l'économie de plein fouet, ce qui a été le cas avec les cadres réglementaires, on était automatiquement rattrapé aussi par les règles du marché. Et là, du coup, elles vont s'appliquer. Un petit bémol sur la partie marché européen, c'est que du coup, aujourd'hui, on avait le droit de collecter jusqu'à 8 millions d'euros sur les projets d'entreprise sur nos plateformes. Il va être abaissé à 5 millions d'euros. C'est dommage parce que ça limite un peu le champ d'action de nos plateformes à un moment où, au contraire, puisque le marché devient européen, on aurait pu imaginer pouvoir l'élargir plus et donc, du coup, collecter plus. Donc voilà, c'est un petit bémol à cette partie réglementaire, encore une fois, qui ne concerne que les plateformes de prêt. Si on arrive sur les plateformes de dons, il y a une petite confusion en France aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que sur l'IFP dons, en fait, vous avez dans la même case les plateformes de prêt non rémunérées et les plateformes de dons. Il se trouve que les plateformes de prêt... Vincent, oui. Juste IFP, c'est donc intermédiaire en financement participatif. Exactement, intermédiaire en financement participatif. Du coup, c'est un statut qui date un petit peu et aujourd'hui, l'impact du statut européen sur les plateformes de prêt va avoir un impact indirect qui est, lui, pour le coup, un peu néfaste sur les plateformes de dons. Pourquoi ? Parce que le cadre réglementaire pour le prêt qui permet de se prémunir de toutes les démarches un peu nauséabondes qu'il peut y avoir dans la finance, le blanchiment, le financement du terrorisme, donc il faut suivre vraiment de très près qui sont vos porteurs de projets, qui sont vos investisseurs. Si vous appliquez ces règles-là qui sont très lourdes aux plateformes de dons, alors que sur les plateformes de dons, on est dans des échanges d'argent qui sont assez faibles, 50 € en moyenne, vous allez surcharger les plateformes de dons avec un cadre réglementaire qui est assez problématique pour les plateformes comme KissKissBankBank ou Ulule, par exemple. Donc du coup, on est en train de discuter d'ores et déjà avec les régulateurs
pour que du coup l'impact soit pas trop fort. Je vous donne 2-3 exemples, mais il semblerait qu'on veuille limiter les plateformes de dons à une seule activité, c'est-à-dire uniquement le crowdfunding, c'est-à-dire le don contre don, alors que vous voyez bien que sur les plateformes de crowdfunding aujourd'hui, il y a une forme de diversification. On monte des opérations avec les marques, on vend du servicing aux porteurs de projets, parce que le marché est tellement petit en France sur le don qu'il a fallu diversifier du coup nos activités. Donc du coup, le statut tel qu'il est décrit aujourd'hui sème le doute sur le fait qu'on puisse ou pas avoir plusieurs activités. Et un dernier point qui est clé, c'est qu'aujourd'hui, sur les plateformes de dons, comme vous pouvez le voir, on a de plus en plus de jeunes startups for good qui viennent en fait prévendre leurs produits dans la mode, dans le design de meubles, dans la tech for good. Et donc du coup, ça fait beaucoup de jeunes startups qui viennent finalement financer une idée en proposant au public de la préacheter. Et il se trouve que dans ce cadre-là, on n'est plus tout à fait dans le système du don où on échangeait un CD ou une place de concert à l'origine. Et du coup, on commence à ressembler un peu aux places de marché, comme Amazon par exemple. Et il se trouve que si vous adaptez un cadre réglementaire très lourd sur des places de marché comme les nôtres versus les places de marché où il n'y a aucune réglementation, vous allez créer un décalage gigantesque entre le futur de nos plateformes et les plateformes de marketplace qui existent aujourd'hui, alors que nous, on propose des marketplaces qui sont justement ultra canalisés et ultra réglementés, puisque à la fois le porteur de projet et le donateur sont déjà identifiés. Donc du coup, vous allez créer un système qui est potentiellement contradictoire avec l'effet du statut, c'est que si vous donnez des contraintes à nos porteurs de projet sur nos plateformes, de plus en plus, ils vont avoir deux possibilités. Soit aller sur des marketplaces, on va leur donner des services qui sont différents, mais beaucoup plus simples à utiliser. Il y a une potentialité, du coup, que les projets fuient sur ces marketplaces. Et puis, deuxième chose, ça va pousser aussi les porteurs de projets à opérer eux-mêmes leur propre collecte. Et donc, du coup, de sortir du cadre réglementaire où on n'aura plus de traçabilité des fonds. Donc, du coup, on est un peu... entre deux chaises aujourd'hui. Maintenant, je ne doute pas du... On a toujours réussi à discuter avec la CPR de façon très pragmatique depuis une douzaine d'années, donc je ne doute pas qu'ils nous laissent aujourd'hui adapter les quelques phrases dans le décret qui nous permettront de continuer à opérer sur le don. Encore une fois, on est sur un petit marché. Donc l'autorité de contrôle des activités de banque et finances avec qui vous travaillez, donc ça veut dire qu'il y a encore des hypothèses à affiner. Alors, je vais vous laisser réagir, parce que là, Vincent Ricordeau nous a fait tout le débat tout seul. Hein, c'est très bien, c'est super, c'était très clair. Merci Vincent. Donc cette question de nécessité d'avoir un cadre harmonisé, on l'a bien entendu, et en même temps, peut-être la peur d'une certaine lourdeur qui va favoriser davantage les grosses plateformes. Alors, c'est vrai ça vous inquiète, ça Non, pas plus que ça, j'allais dire. C'est vrai que Vincent a beaucoup insisté sur, a eu raison de rappeler qu'il y a vraiment deux problématiques. La problématique du don et du prêt non rémunéré, et puis la problématique du financement rémunéré, obligations, prêts, actions. Et c'est probablement deux problématiques assez différentes. Et c'est vrai que le cadre réglementaire, vraiment, je dirais, concerne le deuxième volet du crowdfunding. Et donc moi, je vais réagir plutôt sur ce deuxième volet. Moi, ce que j'observe, c'est que c'est une réglementation qui va vraiment, de mon point de vue, booster les possibilités de financement des entreprises, par des entreprises ou par des particuliers. Donc c'est vrai qu'on est loin de la logique de don telle que l'a expliqué Vincent. Donc ça vient vraiment en complément. Ce qui est intéressant, c'est que moi, ce que j'observe, parce que nous, on intervient à la fois sur le monde du crowdfunding et aussi le monde des sociétés de gestion et des private equity. Nous, on observe qu'il y a une certaine convergence des réglementations. C'est-à-dire que ce qui se passe en crowdfunding, c'est finalement de la best practice de ce que l'on observe déjà sur d'autres métiers de la finance, du non-coté. Et donc, c'est vraiment un gage de maturité de ces marchés-là. Et donc, ça ne va que favoriser ces métiers-là. Ensuite, est-ce que ça va favoriser que les grosses plateformes ? Oui, et surtout, est-ce qu'on ne va pas perdre en initiative, en initiative plus originale que ce qui se fait de manière normative sur le marché aujourd'hui en termes de financement ? Je pense pas. Je pense qu'au contraire, il va y avoir plutôt une segmentation. Alors ça, c'est des points de vue. Hein. Il y a la vision grosse plateforme très, très généraliste. Mais je pense que, c'est ce qu'on a vu sur le crowdfunding et dans le monde du private equity notamment, c'est aussi le monde de la spécialisation sur certains verticaux et certains métiers spécifiques.
ce cadre réglementaire, moi, paradoxalement, je pense que va favoriser l'émergence de petits spécialistes qui vont, je dirais, pouvoir, en complément d'activités autres, pas simplement crowdfunding, pouvoir rajouter cette brique de propositions à des investisseurs. C'est ce qu'on observe déjà auprès d'un certain nombre de clients. Parce que vous, comme vous travaillez en marque blanche, c'est ça, c'est que vous permettez d'ajouter une brique technologique à un acteur classique de la finance. Et un acteur classique de la finance sans avoir à passer par un investissement lourd que l'on aurait à faire si l'on avait à créer from scratch sa plateforme. Voilà. C'est pas compliqué quand même d'avancer comme ça dans un cadre encore incertain juridiquement, Vincent Ricordeau? Vous savez, pour être complètement franc sur le sujet, on a toujours été en fait à l'origine des discussions sur les cadres réglementaires. C'est-à-dire que comme lorsqu'on est arrivé en 2009, on nous a dit en fait votre métier n'existe pas, vous allez faire de l'appel à l'épargne publique, donc vous allez être concurrent des banques. En l'occurrence, il y a un monopole bancaire en Europe, vous n'avez pas le droit d'exercer. Ça, c'est ce qu'on nous disait en 2008. Et puis finalement, on nous a laissé exercer parce qu'à l'époque, le crowdfunding était perçu comme un moyen presque hippisant finalement d'échanger de l'argent entre particuliers pour financer des artistes. Et puis quand le cadre a grossi et quand on a vu l'appétence des particuliers et des porteurs de projets, alors le régulateur s'est approché de nous en nous disant « Bon, vous êtes en zone grise, donc il va falloir quand même définir quelque chose. » Et donc du coup, on a commencé à travailler avec eux main dans la main déjà à l'époque. Et je dirais que cette continuité, cette relation continue d'exister. Alors, elle est moins régulière qu'à un moment donné, d'où les flous dont je viens de vous parler, à mon avis, qui auraient dû être supprimés d'entrée si leur relation était plus régulière qu'elle n'est aujourd'hui. Mais ça s'est toujours fait de bonne foi et de façon très pragmatique. Donc, je ne doute pas une seule seconde qu'on puisse, dans ce cas-là très précis de l'adaptation du cadre européen, trouver un accord avec la CPR pour que, d'un côté, les plateformes d'investissement d'argent rémunéré continuent de grossir, mais en même temps qu'on ne limite pas l'activité des plateformes originelles qui font du don contre don, notamment 100% avec des particuliers, parce que là, ce qu'il faut quand même bien expliquer dans cette nouvelle règle du crowdfunding, c'est que de plus en plus, en rapprochant le crowdfunding de la finance, on mélange aussi les particuliers avec des fonds d'investissement qui investissent sur ces plateformes de crowdfunding. Et je ne dis pas que ce n'est pas bien, parce que ça permet au secteur de grandir, mais il faut laisser la place quand même au crowdfunding originel d'exister et de continuer à jouer le rôle qu'il a toujours joué depuis 2009, c'est-à-dire d'être non pas une alternative, mais vraiment une possibilité pour ceux qui n'ont pas accès du tout au système bancaire de venir quand même financer leurs projets en dehors de la finance traditionnelle. Il faut absolument garder quand même cet ADN originel du crowdfunding. À préserver, oui. Alors, je voulais vous faire réagir quand même, Michel Ivanovski, là-dessus, sur cette réglementation qui est encore en train de bouger, de se créer au niveau européen. Qu'est-ce que vous pouvez vous préconiser à des acteurs de la finance qui veulent se lancer quand même dans ces nouveaux modes de financement participatif ? D'abord, de bien se faire entourer, notamment au niveau juridique. Il n'y a rien de très compliqué dans l'obtention d'un agrément. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui... Un an, ça suffit ? Oui, je pense que ça peut même aller plus vite. Il n'y a rien de très compliqué. Ce sont des choses qui ont déjà été faites dans le passé. On a connu ça lorsqu'il y a eu la nouvelle réglementation du cadre français qui a été mise en place. Il y a eu à un moment donné, quelques mois, un petit peu de flottement où effectivement on construit la réglementation en marchant d'une certaine manière. C'est ça qui donne un peu cette impression de flou et d'inquiétude. Ce qui est peut-être un petit peu plus compliqué. Cette incertitude n'est pas très appréciée quand même par les acteurs classiques de la finance. C'est vrai, mais si vous... ce qui est un peu compliqué, c'est que vous avez aussi l'Europe. Donc en fait, l'Europe qui vient avec un certain nombre de directives. Et donc il y a une coordination Europe-pays qui alourdit un petit peu le process. C'est ce qui explique cette inquiétude. Ensuite, les professionnels, les entrepreneurs qui veulent vraiment se lancer dans le crowdfunding, s'ils ont bien identifié leur marché et s'ils ont une bonne culture de cet environnement-là, n'auront pas de difficulté à s'en sortir avec cette réglementation-là. Très bien, merci à tous les deux pour vos éclairages donc, sur ce règlement européen qui s'impose maintenant au financement participatif. On a vu qu'il y avait plusieurs aspects, mais qu'on avait des pros en France. Voilà, merci beaucoup Michel Ivanovski, fondateur et président de MIPIS, et Vincent Ricordeau, cofondateur et président du groupe KissKissBankBank & Co.
À suivre dans Smart Tech, d'abord une petite pause et puis ensuite on se retrouve pour parler de la confidentialité des données.